Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce nouveau voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des paradoxes les plus douloureux de notre époque. Un paradoxe que vous avez sûrement ressenti personnellement, même sans pouvoir le nommer. C'est un sentiment étrange qui nous accompagne tous dans le monde moderne. Regardez votre téléphone. Des centaines, peut-être des milliers de contacts. Des notifications constantes. Des likes, des messages, des commentaires. En théorie, jamais nous n'avons été aussi connectés dans toute l'histoire de l'humanité. Chaque personne est à portée de clic. Mais alors, pourquoi ressentons-nous si souvent un vide si profond? La question qui nous tourmente est simple mais dévastatrice. Pourquoi nos relations semblent-elles plus fragiles, plus incertaines et plus jetables, juste au moment où nous disposons d'une infinité d'outils pour les entretenir? C'est comme avoir soif au milieu de l'océan. L'eau est partout, mais vous ne pouvez pas la boire. Pour comprendre ce phénomène, nous devons regarder au-delà de la technologie et nous plonger dans la sociologie et la psychologie. Ce n'est pas un problème lié à vos applications. C'est un problème inhérent à la structure même de notre société contemporaine, une structure que le sociologue Zygmunt Bauman a décrite par une métaphore brillante. Bauman l'a appelée la modernité liquide. Pensez-y de cette façon. Autrefois, la société était comme la glace, solide. Les relations, les emplois, les identités, tout était bâti pour durer. Ils avaient un poids, une permanence. On s'attendait à ce qu'ils soient éternels, ou du moins pour une longue période. Mais aujourd'hui, notre société ressemble davantage à l'eau. Elle est fluide, changeante, instable. Rien n'est fait pour durer. Tout coule et se transforme constamment. Les emplois sont temporaires, les identités sont flexibles et, plus important encore, les relations sont également devenues liquides. Dans un monde liquide, l'engagement à long terme est perçu comme un risque. C'est comme jeter l'ancre en pleine tempête. Pourquoi s'attacher à une seule personne, à un seul endroit, quand tout pourrait être différent demain? Cette mentalité imprègne chaque aspect de nos interactions sociales. Les relations se transforment en quelque chose qui ressemble à des biens de consommation. Nous les essayons, nous les utilisons et, quand elles ne nous satisfont plus ou qu'un modèle plus récent et plus brillant apparaît, nous les jetons. Cela semble dur, mais c'est le mécanisme sous-jacent de nombreuses plateformes de rencontres et réseaux sociaux. Cela nous amène à la première grande raison de cette fragilité, l'illusion des options infinies. Lorsque vous avez un catalogue interminable de partenaires ou d'amis potentiels sur une application, chaque personne devient remplaçable. La mentalité est la suivante. Pourquoi m'efforcer de résoudre un problème avec cette personne si je peux simplement swiper et en trouver une autre? Psychologiquement, cela a été connu sous le nom de paradoxe du choix. Des études sur le comportement des consommateurs ont montré que trop d'options ne nous rendent pas plus heureux. Au contraire, elles génèrent de l'anxiété, de la paralysie et une moindre satisfaction avec ce que nous choisissons finalement, car nous pensons toujours aux autres portes que nous n'avons pas ouvertes. Ce paradoxe s'applique désormais à nos relations. La possibilité constante de trouver quelque chose de mieux au prochain virage sape notre capacité à nous engager et à travailler sur les liens que nous avons déjà. L'effort de construire une véritable intimité semble un coût trop élevé face à l'apparente facilité de recommencer à zéro. La conséquence directe de cette mentalité est un phénomène que nous connaissons tous très bien, le ghosting. Disparaître de la vie de quelqu'un sans un mot. Dans une société liquide, c'est la manière la plus efficace de mettre fin à une connexion. Pas de confrontation, pas de clôture, juste un flux qui dévie. Le ghosting est l'acte de consommation relationnelle par excellence. C'est traiter une personne comme un service que l'on annule sans préavis. Cela démontre un manque de considération pour les sentiments de l'autre, car dans ce modèle, les autres ne sont pas vus comme des êtres complexes, mais comme des profils interchangeables. Parlons maintenant de la deuxième raison. La connexion a été confondue avec la communication. Nous avons remplacé la qualité par la quantité. Nous croyons qu'être en contact constant par le biais de messages textuels ou de réseaux sociaux équivaut à avoir une connexion profonde. Mais ce n'est pas le cas. C'est une illusion. La véritable intimité se construit dans la vulnérabilité, dans les conversations difficiles, dans l'ennui partagé, dans le silence confortable. Elle se construit dans l'espace non filtré qui existe entre deux personnes. Un espace que les réseaux sociaux, par leur nature même, tendent à éliminer complètement. Sur les réseaux, nous sommes tous les curateurs de notre propre vitrine. Nous montrons la meilleure version de nous-mêmes, les vacances parfaites, la nourriture incroyable, le sourire impeccable. C'est une performance constante et il est très difficile, voire impossible, de se connecter véritablement à une performance. Cette pression pour maintenir une façade parfaite génère une énorme anxiété. Nous devenons accros à la validation externe sous forme de likes et de commentaires. La valeur de nos expériences et, par extension, de nous-mêmes, semble dépendre du nombre de personnes qui l'approuvent numériquement. C'est très dangereux. La communication devient superficielle. Nous parlons avec des emojis, des mèmes et des phrases courtes. La profondeur,
les nuances d'une conversation en face à face se perdent. Le ton de la voix, le langage corporel, le regard, tout cela, qui constitue 90% de la communication humaine, s'évanouit dans le texte brut. Nous sommes à l'ère de la présence absente. Nous pouvons être physiquement avec quelqu'un lors d'un dîner ou dans un café, mais nos esprits sont ailleurs. Ils sont sur le téléphone, à naviguer dans la vie des autres. Nous sommes ensemble, mais fondamentalement seuls dans nos bulles numériques. Cette présence absente est létale pour l'intimité. Elle envoie un message clair à la personne en face de vous. Elle lui dit « Tout ce qui se passe dans ce monde numérique est plus important que toi en ce moment. » Et aucun lien, aussi fort soit-il, ne peut survivre à cette érosion constante. La troisième clé de cette fragilité est la perte des espaces de socialisation non structurés. Pensez-y. Autrefois, une grande partie de la vie sociale se déroulait dans des lieux physiques. Parcs, places, clubs, le voisinage lui-même. Des espaces où les interactions étaient spontanées et non médiatisées par un algorithme. Dans ces espaces, nous apprenions des compétences sociales cruciales, à lire le langage non verbal, à négocier les conflits, à gérer le rejet et surtout à tolérer des personnes qui n'étaient pas exactement comme nous. Nous développions une sorte de résilience sociale. Aujourd'hui, une grande partie de notre socialisation est gérée par des algorithmes. Les plateformes nous recommandent des amis qui pensent exactement comme nous. Elles nous regroupent dans des chambres d'écho et des bulles de filtre. Cela nous met à l'aise à court terme, mais nous rend intolérants à la différence à long terme. Lorsque nous n'interagissons qu'avec nos clones idéologiques, nous perdons la capacité d'empathiser avec des perspectives différentes. Le désaccord est perçu comme une attaque personnelle. Et les relations deviennent fragiles parce que nous n'avons pas les outils pour naviguer les inévitables différences qui surgissent dans tout lien humain réel. Nous avons donc trois facteurs qui se combinent en une tempête parfaite. Une société liquide qui promeut l'éphémère, le paradoxe d'un choix infini qui nous paralyse et la substitution de la connexion réelle par une communication superficielle et algorithmique. Le résultat est inévitable. Le résultat est une épidémie de solitude. La solitude n'est pas l'absence de gens, c'est l'absence de connexion significative. Vous pouvez être à une fête entourée de 100 personnes et vous sentir la personne la plus seule de l'univers. Car la solitude est une expérience subjective, c'est le fossé entre les relations que vous désirez et celles que vous avez. Des recherches en neurosciences ont démontré que la solitude chronique a des effets dévastateurs sur notre santé physique et mentale. Elle augmente le risque de dépression, d'anxiété, de maladies cardiaques et même de démence. Elle est aussi dangereuse pour notre santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Notre cerveau est conçu pour la connexion sociale. Pendant des millénaires, notre survie a dépendu de la tribu. Être seul signifiait la mort. C'est pourquoi le cerveau interprète l'isolement social comme une menace mortelle et active les mêmes réponses de stress que si nous étions poursuivis par un prédateur. Les réseaux sociaux exploitent ce besoin primordial d'appartenance. Chaque like est une petite dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Il nous donne un faux sentiment de connexion et d'approbation sociale, nous gardant accros et nous faisant revenir pour en avoir plus. C'est un cycle de récompense variable, comme une machine à sous, mais cette récompense est vide. C'est comme manger de la malbouffe. Vous vous sentez rassasié un instant, mais cela ne vous nourrit pas. La validation numérique ne peut pas remplacer le sentiment d'être vu, entendu et accepté pour qui vous êtes vraiment, avec vos imperfections et vos vulnérabilités. Cette quête de validation nous pousse à construire des avatars numériques, des personnes que nous ne sommes pas vraiment. Nous projetons une image de succès, de bonheur et d'aventure qui ne correspond souvent pas à notre réalité intérieure. Nous vivons avec la peur constante d'être découverts, que quelqu'un voit derrière le masque. Et voici un autre cruel paradoxe. En essayant d'être plus attrayants pour les autres, nous devenons incapables de former des liens authentiques. Car si quelqu'un tombe amoureux de votre masque, vous ne vous sentirez jamais vraiment aimé. Vous aurez toujours l'impression qu'ils aiment la construction, pas vous. La peur de la vulnérabilité est le grand tueur de l'intimité à notre époque. Être vulnérable signifie montrer vos faiblesses, vos peurs, vos échecs. C'est risqué, mais c'est la seule façon pour que quelqu'un vous connaisse vraiment. Sans vulnérabilité, pas de confiance. Et sans confiance, pas de relation réelle. Dans le monde liquide et rapide d'aujourd'hui, la patience est devenue une ressource rare. Nous voulons tout instantanément. Nourriture rapide, information rapide et aussi intimité rapide. Mais l'intimité est un processus lent. C'est comme cultiver un jardin. Cela demande du temps, des soins, de l'attention et un effort constant. Nous avons oublié l'art de la conversation profonde. Les questions qui vont au-delà du « comment ça va », celles qui explorent les rêves, les peurs, les valeurs, les passions. Nous avons perdu la capacité de nous écouter activement sans penser à la prochaine chose que nous allons publier ou à la notification qui vient d'arriver. Les amitiés sont devenues une question de commodité. Nous gardons près de nous les personnes qui nous sont utiles en ce moment. Mais les liens véritables se forgent dans l'incommodité.
En étant là pour quelqu'un à 3 heures du matin, en aidant lors d'un déménagement, en écoutant les mêmes problèmes encore et encore. Pensez-y un instant. Combien de vos connexions résisteraient à une véritable crise? Combien sont des relations de soutien mutuel et combien sont de simples échanges superficiels de validation? La fragilité n'est pas dans le nombre d'amis, mais dans la qualité et la profondeur de ces liens. Nous sommes devenus des entrepreneurs de notre vie sociale. Nous cherchons à optimiser notre réseau de contacts, à maximiser notre capital social. Mais les relations humaines ne sont pas un commerce. Elles ne sont pas régies par la logique du marché. Elles sont régies par la logique du don désintéressé. La communauté s'est également affaiblie. Les liens de voisinage, la participation à des groupes locaux, les interactions en face à face avec les gens de notre entourage ont considérablement diminué. Nous nous sommes retirés dans nos foyers, devant nos écrans, cherchant une tribu mondiale qui est souvent une illusion. Et ainsi, nous nous sentons déconnectés non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. En étant constamment en représentation et en quête d'approbation externe, nous perdons le contact avec notre propre voix intérieure, avec nos vrais désirs et besoins. La solitude est aussi une déconnexion avec son propre être. L'antidote à cette fragilité n'est pas la technologie. Ce n'est pas une nouvelle application ou un réseau social plus efficace. L'antidote est une décision consciente. C'est une rébellion contre la culture du jetable. C'est le choix délibéré de la profondeur plutôt que de la superficialité. Cela signifie être intentionnel avec notre temps et notre attention. Dédier du temps de qualité, sans distraction, aux personnes qui comptent vraiment pour nous. Éteindre le téléphone, regarder dans les yeux, écouter pour comprendre, pas seulement pour répondre. C'est un acte radical dans le monde d'aujourd'hui. Cela signifie avoir le courage d'être vulnérable, de nous montrer tels que nous sommes, non pas tels que nous pensons devoir être, d'admettre que nous n'allons pas bien, que nous avons peur, que nous avons besoin d'aide. C'est dans cette brèche que la lumière de la connexion réelle peut entrer et nous guérir. Cela signifie cultiver la patience. Comprendre que les relations, comme les bonnes histoires, ont besoin de temps pour se développer. Elles ont des chapitres, des hauts et des bas, des conflits et des résolutions. Nous ne pouvons pas sauter les parties difficiles et espérer une fin heureuse. L'effort fait partie de la beauté. Il s'agit de choisir quelques relations profondes plutôt que des centaines de connexions superficielles. C'est un investissement. Cela demande de prioriser. Cela demande de dire non à de nombreuses interactions triviales pour pouvoir dire oui à celles qui nourrissent véritablement notre âme. Cela implique aussi de réapprendre l'art d'être seul. La solitude n'est pas la même chose que l'isolement. La solitude choisit, le silence, est l'endroit où nous pouvons nous connecter à nous-mêmes. Si nous ne sommes pas à l'aise avec notre propre compagnie, nous chercherons toujours les autres pour combler un vide que nous seuls pouvons combler. La technologie n'est pas l'ennemi. C'est un outil. Et comme tout outil, elle peut être utilisée pour construire ou pour détruire. Nous pouvons l'utiliser pour amplifier la superficialité ou nous pouvons l'utiliser pour maintenir des liens significatifs malgré la distance, pour organiser des rencontres réelles, pour partager la vulnérabilité. Le grand tournant de cette histoire, la révélation finale, est que le pouvoir de changer cela n'est pas entre les mains des programmeurs de la Silicon Valley ni des sociologues. Le pouvoir est entre nos mains, dans nos décisions quotidiennes, dans chaque interaction que nous choisissons d'avoir. Nous avons le contrôle. Nous ne sommes pas condamnés à la fragilité. La modernité liquide est une condition, pas une sentence. Nous pouvons apprendre à nager dans ces eaux turbulentes. Nous pouvons construire des ancres de sens et de confiance dans un océan d'incertitude. Nous pouvons choisir la connexion réelle. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce vide, malgré un portable rempli de notifications, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. C'est une conséquence naturelle de notre époque, mais vous avez la capacité de choisir différemment. Vous avez le pouvoir de forger le réel. Peut-être que la première étape est simplement de reconnaître cette vérité, d'en parler, de partager ce sentiment avec quelqu'un de confiance. Vous découvrirez que beaucoup se sentent exactement pareil. Et cette conversation honnête, ce moment de vulnérabilité partagée, est déjà un acte de résistance. Les relations sont devenues plus fragiles, oui, mais cela les rend aussi plus précieuses. Dans un monde de copies, l'authentique acquiert une valeur inestimable. Dans un monde de bruit, le silence partagé est un trésor. Et dans un monde de l'éphémère, un lien qui perdure est le plus grand des luxes. La solution n'est pas de rejeter le monde moderne, mais de le naviguer avec sagesse et intention. C'est trouver l'équilibre entre la connexion digitale et humaine, entre l'ampleur de notre réseau et la profondeur de nos liens. C'est une danse délicate, mais nous pouvons apprendre les pas. N'oubliez pas que chaque message que vous envoyez, chaque conversation que vous avez, chaque minute d'attention que vous offrez est un choix. Vous construisez votre monde social brique par brique. Assurez-vous de bâtir une forteresse de confiance et non un château de cartes digitales.
L'être humain est un animal social. Nous avons besoin de la connexion pour survivre et pour prospérer. Ce besoin n'a pas disparu. Il a seulement été détourné et redirigé vers des fins qui ne nous nourrissent pas. Notre tâche est de le réclamer, de revenir à la source de la véritable interaction humaine. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes. Un appel au lieu d'un message, une lettre écrite à la main, une visite inattendue, un compliment sincère. Ce sont les atomes qui composent la molécule d'une relation forte et durable. Ce sont eux qui résistent à l'érosion du temps. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. Regardez vos relations, non pas pour le nombre, mais pour la substance, lesquelles vous nourrissent, lesquelles vous épuisent. Où investissez-vous votre ressource la plus précieuse, qui est votre attention? La qualité de vos relations détermine en grande partie la qualité de votre vie. Nous ne cherchons pas à revenir à un passé idéalisé qui n'a jamais existé. Nous cherchons un futur plus humain. Un futur où la technologie sert nos besoins de connexion au lieu de les dicter. Un futur où nous pouvons être connectés numériquement sans nous sentir seuls. La fragilité de nos liens est un symptôme, pas la maladie. La maladie est la déconnexion de nos valeurs humaines fondamentales. La guérison commence avec chacun de nous, dans la décision consciente de valoriser et de cultiver l'authenticité, l'empathie et l'engagement dans nos vies. Nous avons voyagé à travers la sociologie, la psychologie et la philosophie pour comprendre pourquoi nous nous sentons ainsi. Nous avons vu comment la modernité liquide, le paradoxe du choix et la communication superficielle ont tissé ce réseau de fragilité autour de nous. Mais nous avons aussi vu la sortie. La sortie n'est pas une astuce ni une formule magique, c'est un retour à l'essentiel. C'est le choix courageux d'être humain, vulnérable et réel dans un monde qui nous pousse à être des profils polis, efficaces et jetables. C'est choisir la profondeur à l'ère de la superficialité. Ce n'est pas facile, cela demande des efforts et du courage. Mais la récompense, la véritable connexion humaine est le plus grand trésor que nous puissions trouver dans cette vie. C'est ce qui donne un sens, de la couleur et de la chaleur à notre existence. Et cela vaut la peine de se battre pour cela chaque jour. J'espère que cette réflexion vous a apporté un peu de clarté ou, du moins, le sentiment de ne pas être seul dans cette lutte. Parfois, comprendre le problème est la première et la plus importante étape pour commencer à le résoudre et se sentir mieux. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie et d'avoir consacré votre temps à explorer ces idées avec moi. Votre soutien est ce qui rend possible de continuer à créer cet espace de réflexion et de pensée critique. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochain voyage. Et maintenant, j'adorerais vous lire. Commentez ci-dessous. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Quelle est votre théorie sur la fragilité de nos relations?